Le 10h midi Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Mardi 21 novembre, bienvenue dans le 10h midi. On va se retrouver dans un instant avec un athlète. Dans 3 jours, je vais du Maria Carré. Oui, Ce sera un mois de Noël. Ah. Ça va Maria Carré? Maria Carré, ça va, j'accepte. Je pensais que vous alliez me dire que dans 3 jours, vous mettiez au sport pour faire Koh-Lanta. Notre invité Claude Dartois, Claude de Koh-Lanta, sera avec nous pour un livre qu'il publie chez Marabout, Zéro Limite. Il raconte un peu sa philosophie, c'est un guide de préparation mentale. On l'aura tout de suite après le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Hier, dans C'est à vous, Sandrine Josso a témoigné. Il s'agit, vous savez, de la députée qui accuse un sénateur d'avoir fait une tentative pour la droguer. Alors hier, je ne sais pas si vous avez regardé. Il l'a drogué. Oui, enfin, Oui. On verra quand ça sera jugé. Mais il est présumé innocent. Mais elle, en tout cas, une chose est sûre, elle est allée à l'hôpital et il y avait bien des traces d'ecstasy. Mais est-ce que c'est lui qui lui a donné? Voilà, vous comprenez ce que je veux dire? L'avocat a une défense imparable. L'avocat est formidable. Donc il ne nie pas non plus. Non, il avait besoin d'euphorisant. C'est un euphorisant qu'il avait pris, et comme c'est un monsieur très sale qui ne change pas les verres quand il a invité, c'était un verre d'hier. Voilà madame. En tout cas, hier, elle a donné des détails sordides, prouvant aussi la connaissance de ce sénateur de l'ecstasy. J'ai bu une première gorgée, ça c'est important, et j'ai trouvé que le champagne n'avait pas le même goût que d'habitude, c'était sucré. On a trinqué une deuxième fois, encore une troisième fois. En fait, je trouvais ça bizarre qu'il veuille contraindre comme ça pour que je boive. C'est son comportement étrange qui vous a alerté également. Ça me préoccupait, je trouvais ça très bizarre. Et donc il insistait, il était en train d'activer en fait la luminosité avec son variateur. Donc il mettait la lumière très forte, ensuite il baissait la lumière. Je comprenais pas ce qui se passait, c'était très bizarre. Et les médecins m'ont expliqué que c'était pour en fait augmenter l'efficacité de la drogue en fait au niveau des pupilles. Mais moi, ne connaissant pas du tout la drogue, je trouvais juste que c'était bizarre. Incroyable. Alors, je pense que pendant 4 ans, nous allons pas finir d'entendre parler de Javier Milei, le nouveau président argentin. Ouais. Bon, c'est un peu le Diego Maradona des déclarations choc. Hier, Quotidien les a compilées. C'est triste et drôle à la fois. Je sais le dire dans toutes les langues, mais je ne le présenterai pas. Une petite erreur, c'est le son de Vincent Dedienne. Ouais. Et donc, hier, Quotidien a repris les déclarations les plus trash du président. C'est à la fois, ça fait rire, et à la fois, c'est triste. Et c'est inquiétant. Et inquiétant, et à la fois, étonnant qu'on aille voter pour ce monsieur quand on va entendre cela. Et si vous avez raté les épisodes précédents, ils sont en train de perdre la bataille culturelle, ces gauchistes de merde. Pour la première fois, ils sont acculés, ces gauchistes de merde. Notre vrai ennemi, c'est l'État. L'État, c'est un pédophile dans une école maternelle avec des enfants enchaînés et enduits de vaseline. Oui, disons que j'ai participé à plusieurs plans à 3. Je te dirais que dans 90% des cas, c'était 2 femmes avec moi. Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, dehors. Ministère de l'Éducation, endoctrinement, dehors. Ministère de la Santé, dehors. L'État n'est pas la solution, l'État est le problème. Alors, quand vous faites un plan à 3 et qu'à 90% ce sont des femmes, je m'intéresserais bien aux 10% qui restent. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Aucun journaliste l'a relevé, moi ce qui m'intéresse, c'est les 10% qui restent. Vous sentez, Valérie, cette odeur, la cannelle, le sapin, l'esprit de Noël. Le Black Friday, oui, Noël arrive. J'en peux plus des mails du Black Friday. Ah ouais. Vous allez en parler avec vos débatteurs? Est-ce qu'il faut... Non, oui. Vous devriez. Oui, c'est vrai. Moi, je pense que c'est une vraie arnaque, le Black Friday. Je pense aussi. En tout cas, il faut mieux aller acheter en février, novembre les téléviseurs et les ordinateurs, parce que là, il y a une vraie baisse. Et donc, revenons à notre esprit de Noël qui arrive. Alors, il y a un signe qui ne trompe pas, Valérie, c'est le marché des Santons à Marseille. C'est une tradition qui perdure dans la cité phocéenne. La foire aux Santons a débuté hier sur le Vieux-Port de Marseille. Un moment incontournable des fêtes de fin d'année. On voit ça depuis tout petit, dans les maisons, quand les fêtes approchent, et c'est une histoire, quoi. Ça raconte un peu même des histoires de Marseille. Du petit santon traditionnel au décor de crèche,
en passant par les figurines à l'effigie de Johnny Hallyday ou Bernard Tapie. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Bernard Tapie dans une crèche. Ouais. Moi, je pourrais vous offrir le santon de Didier Raoult si ça vous fait plaisir pour mettre dans votre crèche. J'aimerais beaucoup. Il était en rupture de stock au moment du Covid. J'avais essayé d'en avoir. C'était introuvable. Écoutez, donc, si jamais notre correspondant à Marseille trouve un santon à l'effigie de Didier Raoult, ça vous auriez un petit cadeau dans votre crèche de Noël. La rumeur disait vrai, on l'a entendu tout à l'heure. Vincent de Dienne devait bien présenter le maillon faible sur M6. Vous savez qu'à un moment, on a dit qu'il allait remplacer Laurence Boccolini à la présentation de ce jeu sur M6, même si le comédien à l'époque avait démenti l'information quand elle est sortie. Je sais le dire dans toutes les langues, mais je ne le présenterai pas. C'est faux. Comme j'adore ce programme et que c'est les 25 ans et que je suis un peu fan de ce truc, je me suis dit, tiens, je pourrais faire 2 émissions exceptionnelles du maillon faible. Comme ça, pour rigoler, comme c'est à moitié, ça réunit 2 de mes passions qui sont et le spectacle et le jeu. Et en fait, on était en train de discuter du fait de le faire. Et un journaliste a fait fuiter ça dans Var Matin ou je sais pas quoi sur les réseaux sociaux. Tout le monde s'en est emparé. Tout le monde a dit, ça y est, il fait il fait une nouvelle carrière d'animateur de jeu. C'était pas du tout le propos. Moi, je voulais en faire 2. Du coup, j'ai plus eu envie de le faire. Voilà, donc du coup c'est mort dans l'œuf à cause d'une fuite sur les réseaux sociaux. Alors, on ne félicite pas Monsieur Bokobza du Var Matin. C'est Michael qui a sorti l'information. Michael Zolto-Broda. Zolto-Broda, oui, j'ai dit Bokobza. Bokobza, c'est un restaurateur, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Zolto-Broda qui a sorti cette info avant tout le monde. Ouais. Et lui, ça l'a rendu un peu chafouin. Il aurait aimé que ça soit un cadeau, une surprise. Et donc, voilà. Ça va un peu le héros de mon zapping et des zappings qui vont venir, j'en suis sûr. Donc, le nouveau président d'Argentine. Oui. Et au même moment, hier soir, Madonna donnait son dernier concert à Paris. Alors, évidemment, extrait de la comédie musicale d'Andrew Lloyd Webber et Vita Perón, avec Cry for Me, Cry for Argentina. Cry for Me for Argentina. The truth is I never left you all through my wild days, my mad existence. Voilà, et je fais un petit clin d'œil à Guy Carlier qui a aussi fini sa chronique avec cette musique. Donc vous pouvez aller écouter le replay de Guy Carlier, toujours formidable. Qui a parlé du président argentin. Stéphane me dit c'est une cata, les enfants de la télé maintenant. Je suis assez d'accord avec vous Stéphane, je me l'explique pas parce que... Mais qu'est-ce qui lui prend à Stéphane? Pourquoi les enfants de la télé comme ça? Parce qu'on parlait de Laurence Boccolini, etc. Pourtant moi j'aime beaucoup Laurence Boccolini et je trouve qu'elle n'a pas sa place. Je suis tout à fait d'accord avec Stéphane. Moi, j'étais fan de l'émission et j'arrive pas à la regarder. Moi, je pense qu'ils auraient dû un peu changer le format, le décor, lui mettre un truc à elle qui soit pas la chose de Ruquier. Peut-être ça va évoluer. Il y a un truc qui marche pas en tout cas. Ça, c'est sûr. Faut faire évoluer l'émission, ça va. C'est pas Cry for Me, nous dit Gilles, c'est Don't Cry for Me. Sur les comédies musicales, vous n'allez pas me chercher. Vous êtes trompé, donc il est plus fort que vous, Gilles. Parce que vous, je vous ai mis la pression, voilà. Allez, on se retrouve dans un instant avec Claude Dartois dans le Claude de Koh-Lanta, tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio 10h midi, Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Claude Dartois. On est drôlement content de vous recevoir, Claude. Connu sous son pseudonyme, Claude de Koh-Lanta. Voilà, Claude de Koh-Lanta. Vous êtes là pour nous parler de ce livre, Zéro limite à tes rêves. Comment ça va? Ça va très bien, merci à tous les deux de me recevoir aujourd'hui. Ça fait un petit moment, ça fait quoi, 2 ans? Vous étiez venu, j'étais venu, exactement. 4 Koh-Lanta. C'est vrai. 4 Koh-Lanta. Et aujourd'hui, vous devenez quoi? Aujourd'hui, je deviens... j'ai pas beaucoup changé. Je travaille toujours. Je m'investis toujours dans les courses et dans les challenges. Et voilà, j'ai déménagé. Donc voilà, je deviens sudiste. Vous avez bien raison. Vous revenez de New York. Vous avez couru le marathon de New York. Il y avait d'ailleurs Juan Arbalaise avec vous. C'est vrai. Et vous avez fini... Mais alors, les photos de vous en sueur au bout de sa vie, c'était dur à ce point-là. T'as vu des photos de moi en sueur? Non, j'étais assez facile. J'ai trouvé...
tu confonds peut-être avec Hervé Matou qui a eu un peu plus de mal. Claude ne transpire jamais. Je ne transpire pas beaucoup, j'avoue. Et c'était dur vraiment ou pas? C'était pas forcément dur parce que j'avais un bon entraînement. J'ai trouvé ce marathon vraiment atypique et très particulier. On me l'avait compté comme quoi c'était le mieux parce qu'il y avait une grande ferveur, beaucoup de spectateurs. Et c'est vrai qu'en fait, tant qu'on le vit pas, on a difficile de se l'imaginer parce que c'est incroyable l'engouement qu'ont les Américains pour le dépassement de soi, pour l'investissement. Et ça vous le fait bien ressentir. Et du coup, on est porté dans un marathon comme celui-là, justement, par cette ferveur. Ouais. Ah oui, ça aide, ça c'est indéniable. Déjà, ils supportent tout le monde, même les gens qui ne connaissent pas. Quand les handisports passent, c'est encore des décibels supplémentaires. Et ils ont cette reconnaissance de l'effort et de l'investissement. Et ça, vraiment, on peut pas leur enlever. C'est vraiment quelque chose qui est un plus. C'est comme dans un stade plein, on est toujours galvanisé. Il y a eu des troisièmes mi-temps avec Hervé Matou et Juan Arbalez à New York. Moi, je suis pas trop adepte des troisièmes mi-temps. En vrai, on a bien rigolé, on a bien profité. Chacun peut remplir ses objectifs. Chacun avait en tête de se dépasser. Chacun l'a réussi. On a eu un bon coach aussi, Dorian Louvet. Et pour le coup, on était vraiment une belle team avec une bonne ambiance. Ça restera des super souvenirs pour chacun, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui a changé depuis Koh-Lanta, depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Pas grand-chose. Qu'est-ce qui a changé? Je sais pas. Dans votre vie, vraiment. ça a changé quand même un peu dans la rue, au quotidien, même pour vous, pour les exploits que vous faites. Ça a quand même transformé votre vie, cette émission. Vos revenus? Cette l'émission, c'est sûr qu'elle a été un accélérateur de projets énormes en visibilité, en fait que voilà, j'ai eu une reconnaissance un peu par rapport aux efforts que j'ai pu fournir et ce que j'ai donné à l'écran. Donc c'est sûr que voilà, ça m'a changé un peu, ça m'a permis d'ouvrir des portes, d'accéder à certaines choses où j'aurais mis plus de temps, où j'aurais pas eu accès tout de suite. Donc j'en remercierai jamais assez forcément l'émission. Vous êtes étonné dans cette aventure? Je me suis pas étonné, non, parce que dans tout ce que je fais, j'ai toujours essayé de le faire bien pour être déjà satisfait de moi-même et aussi pour que les gens soient contents de moi. Dans tous les jobs que j'ai fait, c'était mon ambition première. Mais l'image donnée par la production est la bonne pour vous ou pas du tout? En vrai, l'image donnée par la production, elle est évolutive en fonction déjà de l'histoire qui est racontée, en fonction aussi de ce que vous y faites. En 2010, j'avais forcément l'image peut-être un peu plus de celui qui était autoritaire alors qu'en vrai, c'est peut-être ce qui a été un peu plus poussé à l'image, mais comme on le dit toujours, c'est un montage, donc je l'ai accepté parce que de toute façon on signe pour ça. Après, toujours ce que vous avez dit, c'est ce qui est montré, c'est ce que vous avez dit, c'est pas des choses qu'on vous a forcé à dire. Ouais. Donc ça faut l'accepter. Après il y a un montage qui peut aussi il y a un montage. En faire 2019, je suis qu'on passé perçoit les gens différemment. Bien sûr, en 2019, ça a joué en ma faveur parce que c'était l'île des héros et j'étais seul face aux autres et donc l'histoire racontée était dans mon sens. Donc voilà, j'accepte aussi. Et en 2020, les affaires qu'il y a pu avoir ont peut-être changé mon image. Peu importe. En vrai, j'ai toujours accepté l'image que j'ai. Ça l'a pas abîmé l'histoire de la tricherie? Je pense pas que ça l'a abîmé parce qu'en vrai, déjà les gens parlent beaucoup sans savoir réellement ce qui s'est passé. C'était quoi le réel alors? Mais il n'y a pas question de réel ou pas. Je suis pas revenu dessus. Je suis pas là pour ça. Et non, la vérité, c'est que la vérité, c'est surtout que beaucoup de choses ont été dites et pour faire surtout du buzz, pour faire parler. Et ça, moi, je rentre pas dans cette surenchère là. Zéro limite à tes rêves. C'est un livre qui paraît aux éditions Marabout. C'est un guide plus qu'un livre dans lequel vous voulez faire passer un certain nombre de messages. C'est pas un livre pour les sportifs, ce que vous dites. Vous dites pas besoin de participer à Koh-Lanta ou de vivre une expérience extraordinaire pour trouver de la satisfaction et réaliser des exploits. Donc il y a énormément de conseils, énormément de choses vécues de votre part. Et c'est un livre très personnel. Bien sûr, c'est un livre personnel déjà. Je sais pas, j'ai pas la vocation à être un gourou ou prôner une parole unique. Moi, j'ai juste voulu mettre dans ce livre mon expérience personnelle, les notions qui me semblent importantes dans la vie de tous les jours, qu'elles soient sportives. Que vous appliquez vous-même? Que j'applique moi-même, évidemment, qui m'ont suivi durant mon parcours, et que ce soit dans le travail, dans la vie de famille, que ce soit dans le milieu du sport. Je pense que toutes ces notions-là, à un moment donné, on les retrouve, et je montre moi la façon à laquelle je les ai appréhendées, dépassées pour certaines fois, même la plupart du temps. Et voilà. Mais vous les avez appris où?
En fait, tu les découvres au fur et à mesure, hein, c'est comme tout. Tant que t'es pas face à l'adversité, tu la connais pas. Les échecs, comme on peut le dire souvent, les échecs, et ça freine les gens. Les échecs, ce sont des échecs uniquement si tu les répètes. Sinon, c'est que de l'expérience. Et c'est la façon de voir les choses qui est importante, je pense, avant tout. Et c'est ce que j'ai voulu mettre dans ce livre. Oui, juste les têtes de chapitre. Ton engagement, c'est 80% de ta réussite. Être un bon sportif, c'est avant tout être un bon athlète. Dépasse tes doutes et tes échecs pour devenir meilleur. Booster son mental, très important. Le mental, on en parlait juste avant l'émission, prendre confiance en soi, oser affronter des peurs, ça dépasse le sport et l'exploit physique. Ce que vous dites, c'est vraiment des conseils qui peuvent paraître parfois banals, mais c'est vrai, la confiance en soi est le fondement de tout grand accomplissement. C'est Samuel Jackson qui dit ça, donc vous avez aussi été chercher des exemples d'autres sportifs dans ce livre. Bien sûr, et c'est surtout, il faut se le rappeler que le dépassement de soi, il n'est pas uniquement dans le sport. On a toujours tendance à l'associer au sport parce que c'est physique et puis il faut aller chercher toujours le plus, mais il est dans la vie de tous les jours en vrai. Et c'est ça surtout que j'ai voulu montrer aux gens. Ça veut dire qu'il n'y a pas de petits efforts, il n'y a pas de petits engagements, il n'y a pas de petites choses qui font que c'est pas important. Juste, comment on trouve la ressource quand on est à bout de force? Vous citez Theodore Roosevelt, le courage n'est pas d'avoir la force de continuer, mais de continuer alors qu'on n'a plus la force. Là, c'est le mental, c'est quoi? Parce que moi qui suis pas très courageuse en sport, il y a un moment j'en ai marre, j'arrête, je me dis j'y arrive plus. Mais vous savez, c'est comme les exemples, il y en a des centaines. Le marathon en soi, le plaisir, il est 15 minutes à la fin du marathon, mais toutes les heures passées à s'entraîner, c'est pas du plaisir. Il pleut, c'est l'adversité, il pleut, l'entraînement il est pas agréable, on n'a pas envie, mais ça c'est une adversité, on la passe, mais c'est ce qui va nous permettre d'apprécier et de passer l'objectif le plus facilement. Mais ça en fait, on peut le retranscrire dans tous les événements. L'obstacle, il fait partie intégrante de l'objectif aussi. Et l'échec aussi. Oui. Si tu pars en ayant peur, forcément tu réussiras pas. Et souvent, même si tu réussis pas, pas forcément, t'es pas obligé de gagner pour avoir la satisfaction. Si vraiment t'as tout mis en œuvre, que t'es content de ce que t'as fait, ta victoire elle est là en vrai. Moi c'est pour ça qu'on me dit chaque fois t'as pas jamais Koh-Lanta, est-ce que t'es pas déçu? Mais j'ai aucune déception en vrai, parce que moi je suis pleinement satisfait de ce que j'ai fait. Et si j'avais pas eu cet engagement tout du long, j'aurais pu me dire ouais franchement là t'as déconné, t'aurais donné plus. J'étais au top de ce que je pouvais faire. En vrai voilà, j'aurais pu toujours en faire encore plus. Mais ce que j'ai fait, j'en suis content déjà. Alors dans Koh-Lanta, il y a eu l'histoire des bananes, vous vous souvenez? Bien sûr. Écoutez. Bananes, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 bananes. Ils sont bien mûrs. C'est mieux de les manger que de pourrir. Allez, vas-y. Ouais, on mange des bananes, on mange des bananes. On a mangé 14 belles bananes. Claude, vous êtes parti en trek cet après-midi. Qu'est-ce que vous avez ramené d'ailleurs? 6 noix de coco. 6 noix de coco? Ouais, 2 noix de coco et les bananes. 12 bananes. Avec coulée, on les a mangées. Je crois pas. T'aurais vu la gueule des bananes? On s'en fout de la gueule des bananes. Évidemment. Et ça, c'est de la stratégie, c'est de se dire on va les affamer plus, nous on va avoir... Non, bien sûr que non. Alors c'est quoi? C'est un instant de faiblesse conditionné par l'environnement et conditionné aussi parce que je l'ai déjà expliqué. Là, ce que vous entendez, l'extrait que vous entendez du conseil, c'est du coupé, c'est du remonté. La vérité, c'est que moi, je divulgue pas tout de suite ce qui se passe. On me pose la question, je dis on a découvert des noix de coco. J'attends, je mets un blanc, je baisse la tête parce que je sais très bien, voilà, est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre. Entre-temps, Denis là se porte juge et décide d'intervenir dans le jeu, chose que j'ai toujours trouvé un peu les limites. Et il dit non, c'est pas vrai, racontez la vérité, etc. Et ça, c'est coupé, on l'entend pas. Donc s'il me dit pas ça, parce qu'il révèle ce que les cadreurs ont vu, alors que c'est pour être caché. C'est même pas ça, c'est surtout que moi, je l'ai toujours dit, j'ai pas à m'en cacher. Quand j'arrive sur l'île, je découvre les bananes et les noix de coco. Nous, on est dans le dilemme de se dire comment on va faire. Déjà, on n'a qu'un sac à dos, comment on va ramener tout ça, c'est une galère, on est fatigué. Pauvre Lolo, mais vous l'avez pas vécu, donc vous pouvez juger assis derrière votre micro. Mais c'est trop lourd les bananes. Non mais vous prenez le truc le plus lourd qui sont les noix de coco. 7 noix de coco, ouais, mais c'est pas ça, parce que après nous les noix de coco, on en avait jamais eu sur notre île durant toute l'aventure, donc on savait pas qu'elle serait vide forcément. Une noix
notre coco, pour moi, c'est plein. Et là, pour le coup, notre coco, il n'y a que de l'eau. Absolument. Et ça, on ne le savait pas. C'est trop fort. C'est quoi votre vie aujourd'hui? Vous faites quoi? C'est quoi votre métier? Mon métier aujourd'hui, j'ai arrêté donc avec mon patron en début d'année. Là maintenant, je m'occupe surtout de mon image aussi. Je fais également le RP un peu plus pour une société qui distribue des produits alimentaires de pays nordiques comme du skyr qui vient d'Islande, comme des chocolats, comme du riz d'avoine de Suède, et on les distribue donc vous êtes aujourd'hui, vous avez des sponsors, vous avez des contrats d'image parce que vous représentez aujourd'hui une certaine l'aventure et puis une certaine philosophie de la vie aussi. J'accepte pas n'importe quoi non plus. Je reste. On vous a proposé quoi qui était n'importe quoi? Non, mais j'ai eu droit à mon lot de tout, un peu n'importe quelle petite. Non, il y a longtemps. Ah si, on vous a proposé? Quand j'étais gamin, ça c'était quand je travaillais dans un restaurant. Il y avait une pizzeria dans le 16e. Il y avait Rocco Siffredi qui était dans un restaurant aussi, qui était venu manger mon restaurant et qui m'avait vu, qui m'avait proposé de tourner. Mais si j'avais 17 ans ou 18 ans. Peut-être j'avais 44. Là, vous auriez fait les poteaux. J'aurais fait un poteau, mais pas forcément le même. La suite pour vous, c'est quoi? La télé encore? Non, j'ai pas d'ambition particulière. On parle d'un projet, c'est faux? D'un projet. Qui parle d'un projet? On parle, vous dites on parle. On parle, alors je le dis. Alexia de la Roche-Joubert, qui a un jeu d'aventure et qui a dit que ça devrait être Claude qui le présente. En tout cas, il y a eu la rumeur dans les journaux. Donc c'est une fausse rumeur, vous la démentez? Je dément rien. J'attends de voir. Il y a des projets en cours. Il y a des projets en cours. Ça vous intéresserait? C'est quelque chose j'ai toujours dit. Si un concept m'est proposé qui me correspond, dans lequel je me sens la possibilité d'assumer ce rôle et de connaître une nouvelle expérience. Moi, je suis toujours ravi de nouvelles expériences. Ce serait un nouveau métier ou ce serait un nouveau jeu. Peu importe. Pourquoi pas. Et vous avez envie de quoi, justement, vous, si on vous laissait carte blanche? De remplacer Valérie. Non, de co-animer avec moi. Je vous remercie. Pourquoi? Ça fait plaisir. C'est la stratégie, ça. Je sais, j'ai pas le même look, j'ai pas le même entraînement, je sais bien. Non, faire une émission ensemble, entraîner une nulle en sport. Voilà. C'est vrai que la radio, ça a toujours été un milieu qui m'a toujours intéressé, parce que c'est vrai qu'on est plus libre, je pense, aussi à la radio. Une émission de coaching ou de conseil. Ça pourrait les conseils, j'aime pas trop ce mot-là, conseil. Je suis pas donneur de conseils, moi. En tout cas, dans ce livre, Zéro limite à tes rêves, Claude Dartois, c'est un beau cadeau de Noël, déjà. Et c'est vrai que ça donne un certain nombre de clés, peut-être, pour avancer, pour affronter certains défis qui sont pas forcément que sportifs. Non, et puis surtout, j'aimerais, que c'est vrai qu'on lit de moins en moins. Moi, j'ai toujours aimé la lecture. Parce qu'il y a du texte, beaucoup. Et des photos. Il y a du texte, mais c'est un texte qui est assez accessible aussi. Je pense qu'un gamin de 17 ans, 15 ans, il peut le lire assez facilement. Bravo, et je pense que ça peut leur donner l'envie de se motiver, l'envie de se bouger. L'important, c'est la mobilité. J'ai toujours dit, de toute façon, c'est de se bouger. Il y a des priorités dans la vie. Prendre soin de sa santé, prendre soin de soi, ça fait partie de mes priorités principales avec la famille. Et donc voilà. Et je pense que plus jeune, tu peux prendre conscience de certaines choses et mieux ce sera pour toi. Prochain défi. Là, j'ai la Saint-Élion le 2 décembre. Relier Saint-Étienne à Lyon en courant. Après, il y aura d'autres choses. Il y aura un raid dans Laponie l'année prochaine. Génial. Il y aura pas mal de choses. Quelle vie. Claude Dartois, Zéro limite à tes rêves, c'est chez Marabout. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Oui, c'est un vrai guide. N'hésitez pas. Absolument. Merci beaucoup pour votre gentillesse et d'avoir pris le temps de m'accueillir. Sud Radio. Le supplément média. Le supplément média, aujourd'hui, je vous le disais, on reste dans l'aventure. Dans l'aventure, oui, la découverte avec vous, Myrtille Delamarche. Bonjour, vous êtes rédactrice en chef de Géo pour Prisma, c'est le groupe Prisma Média. Géo Magazine de référence, s'il en est, pour tout ce qui touche à la nature, à la découverte de tout ce qui peut être lié, effectivement, encore une fois, à l'environnement. Et vous voulez développer encore plus, pousser encore plus cet aspect-là. Nouvelle formule de Géo, mercredi 29 novembre. Donc c'est la semaine prochaine. Racontez-nous un petit peu. Donc depuis 79, c'est un magazine dont le succès ne se dément pas. Non, le succès ne se dément pas. C'est un magazine que tout le monde connaît, identifie, a eu un parent, un grand-parent qui lui a mis entre les mains. Mais c'est aussi un magazine... Ou chez le coiffeur. Ou chez le médecin, ou au CDI, pour les plus jeunes.
Non, c'est un magazine qui a des fondamentaux extrêmement forts. Un journalisme de terrain, systématiquement. Des photos d'une grande qualité professionnelle avec les meilleurs photoreporters. Mais il y a combien de journalistes, par exemple, en ce moment sur le terrain pour Géo qui sont en train de faire des enquêtes ? On continue 12 à 15 équipes sur le terrain. Oui. Ouais. Et ce sont des pigistes ou comment vous travaillez justement ? Ce sont principalement des pigistes, même si nos chefs de service font une petite partie des reportages, mais passent beaucoup de temps à piloter les reportages de collaborateurs. Alors, on n'a pas le magazine encore, parce qu'il va être tout chaud. Vous savez un petit peu ce qu'il y a dedans. Vous allez nous raconter les nouveautés, mais on sent en tout cas en lisant le communiqué de presse qu'il y a une volonté de le positionner vraiment sur tout ce qui est préservation de l'environnement. C'est-à-dire cette éco-anxiété qui est citée d'ailleurs. Donc vous êtes, alors c'est Gilles qui vous posait la question en antenne, vous devenez woke Alors certainement pas. Ouais. Non, d'une part, Géo a toujours été présent sur ces terrains. Depuis 79, Géo traite de l'état de l'environnement, de la nature, de la préservation de la faune. En revanche, c'est vrai que c'est quelque chose qui était peu mis en avant ou revendiqué. Aujourd'hui, pour faire évoluer cette marque et continuer à accompagner un lectorat qui se rajeunit forcément, on s'est vraiment questionné avec la rédaction au sein d'Atelier sur quels étaient nos fondamentaux, quelles sont nos missions, à quoi sert Géo, à quoi il va servir demain. Les attentes des lecteurs. Tout à fait. Et les attentes des lecteurs sur ces sujets-là sont importantes. Il y a une énorme quantité d'informations transmises, il y a énormément d'alertes qui sont lancées. Mais nos lecteurs avec lesquels on a pu échanger en groupe lecteur nous ont vraiment apporté leur réponse et leur demande de traitement qui est comment ramener tous ces sujets-là dans le concret à hauteur d'homme, en voir l'impact sur les modes de vie, sur l'évolution des sociétés, des environnements. Et c'est ça que c'est faire Géo. Géo, c'est aller sur le terrain pour raconter ça. Ce qui est assez surprenant, c'est que la télévision a tenté ce terrain-là, que ça soit France 5 ou France 2. Enfin, France 2 l'a tenté et puis très vite, ils l'ont mis sur France 5. C'est-à-dire que les gens réclament des magazines, entre guillemets, écologiques, des reportages et autres, mais en fait, ils regardent pas. Parce qu'il y a un côté à la fois anxiogène et à la fois une chose... De culpabilisant. C'est exactement ce qu'on essaye d'éviter et ce qu'on a travaillé avec nos lecteurs. C'est-à-dire qu'il y avait des sujets qu'on souhaitait aborder, raconter, et on a vraiment travaillé avec eux sur comment on les rendait abordables, comment eux pouvaient se sentir concernés sans avoir cet effet d'éco-anxiété. Après, il y a plein de magazines en télé qui fonctionnent très bien. Je pense notamment à des documentaires nature, faune, environnement. Ouais. On a un auditeur, Stéphane, qui nous dit Géo, c'est la synthèse de l'aventure et de l'image, un bonheur des yeux qui m'a donné le goût du Québec. Mais ça va plus être ça. C'est dire qu'il fait partie de ma vie. Donc ça le restera. Ça restera très clairement un magazine qu'on a plaisir à ouvrir avec la même exigence que c'est du rêve aussi. Vous voulez contribuer à l'impact écologique et social. On va être très loin de la découverte de la rubrique. Dans les nouvelles rubriques, vous mettez la nature nous surprend, terre possible, et on a l'impression, et toujours, donc de côté, l'esprit d'aventure, grandeur nature, à la rencontre du monde. Vraiment, on a eu alors après, on n'a pas eu le magazine en main, mais on a eu cette impression que vous vouliez rentrer, on vous pose la question, puisque vous êtes là pour parler de nouvelles formules, que vous voulez rentrer dans l'époque actuelle qui veut qu'on soit alerte sur le climat, qu'on soit alerte sur l'écologie. Et moi, j'ai pas cette image-là de Géo, en fait. Tout ça était déjà présent dans Géo. Les lecteurs qui le lisent chaque mois voient régulièrement des sujets où on montre les impacts de ces changements en cours, mais aussi, et c'est ça qu'on a voulu mettre en avant et qui est pas cité là dans les extraits que vous avez choisis, toutes les initiatives positives qui permettent de s'approprier ces sujets-là, de soi-même se projeter dans des solutions à hauteur d'homme qui soient pas vues de très loin et difficiles à comprendre, mais à l'inverse. Alors par exemple, concrètement, dans le premier numéro ?
Concrètement, dans le premier numéro, on part en Écosse avec la même promesse. Non, mais je parle à mesure d'homme, hein, par exemple. Quelle va être cette page nouvelle qu'on va découvrir dans la mercredi rubrique prochain? Terre de possible, on va en Afrique du Sud, où a été ouverte une école qui est la première au monde anti-braconnage, qui en fait utilise les techniques forensiques, les experts, pour traiter les scènes de braconnage exactement comme on traite des scènes de crime, pour y récolter, ça forme les rangers, etc., pour y récolter les indices qui permettent effectivement de mettre la main sur les braconniers et que ça s'arrête. Mais les photos sont tout aussi impressionnantes que toute photo qu'on aurait choisi de mettre dans Géo, bien évidemment. J'ai vu qu'il y avait aussi un reportage sur les tourbières de République démocratique du Congo, pardon. Piège carbone massif encore mal connu qu'il va falloir protéger. Tout à fait. Donc à la fois vous montrez ces tourbières, mais là il y a un engagement de votre part pour dire voilà ce que l'homme fait à la nature. C'est ça. Alors en l'occurrence, c'est pas ce que l'homme fait à la nature. En fait, ces tourbières de RD Congo, c'est une découverte assez récente. On ne comprend que depuis 2017 le type de rôle qu'elle joue dans le piégeage du carbone. Aujourd'hui, c'est un lieu qui est encore préservé. On est très fiers d'avoir ce reportage dans Géo parce que c'est un reportage qui a été effectué par notre lauréat de la bourse Géo 2023. Donc c'est un tout jeune reporter. Géo s'engage tous les ans à accompagner une nouvelle génération de grands reporters. Il a eu la chance de partir avec Pascal Maître, qui est un de nos plus grands et de nos plus fidèles photoreporters. Et là, on arrive vraiment dans un écosystème qui est encore relativement préservé, où il y a évidemment des menaces en termes de déforestation, d'exploration pétrolière, mais où on va à la rencontre des villageois, comprendre comment eux vivent avec cet écosystème-là et quelles sont les menaces qu'il faut éviter Dans les nouvelles rubriques, donc, il va y avoir la France buissonnière, en tête-à-tête et terre de possible. Ça, on l'a évoqué. Alors, en tête-à-tête et la France buissonnière, qu'est-ce que ça va être? Alors, la France buissonnière, ça partait du constat post-Covid que les gens qui ont redécouvert la France ont gardé cette appétence pour redécouvrir des lieux mal connus, surprenants en France, et que Géo a la vocation de traiter exactement comme on traiterait un autre lieu sur la planète. Même exigence de reportage, même exigence photo. Donc ça, ce sera une rubrique à retrouver tous les mois. Et puis, en tête-à-tête, on avait un grand entretien dans la formule précédente, mais on s'apercevait qu'il était justement un peu décorrélé de la promesse Géo, parce que très gris, parfois trop d'expertise. Là, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher un grand témoin qui nous raconte des connaissances historiques, environnementales, mais associé à un travail photo à la hauteur de Géo, qui fasse rentrer dans ces sujets-là avec ce double regard texte et le photo. premier invité? Alors, c'est pas fini encore. Le premier invité, c'est une experte des dauphins, du comportement des dauphins, qui nous explique ce qu'on est encore en train de comprendre sur leur comportement social pour mieux les protéger aussi. Est-ce qu'elle parle le fait qu'ils soient plus dans... Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est que deviennent les dauphins qu'on va enlever des delphinariums, et est-ce qu'ils vont mourir ou est-ce qu'ils vont retrouver leur instinct? Non, on n'a pas du tout abordé cette question-là. On a vraiment travaillé. C'est pas Géo du tout. On a vraiment travaillé sur leur milieu naturel. C'est le milieu naturel. C'est pas le point ni. Voilà, c'est pas ça. Vous voyez, Géo tient ses promesses. Géo tient ses promesses. Il y a la grand sujet au Fidji. La découverte de l'Écosse, toujours spectaculaire paysage. Et puis on peut parler aussi de la diversification. C'est important pour vous de dire que vous vous adaptez aussi à une nouvelle génération qui découvre, qui a découvert le magazine, mais qui a d'autres usages. Donc il y a le site, il y a des réseaux sociaux, il y a un podcast. Aujourd'hui, pour faire vivre un journal, on est obligé, un magazine, de passer au numérique. Tout à fait. C'est vrai pour la nouvelle génération de lecteurs, c'est vrai aussi pour nos lecteurs historiques qui se sont emparés des usages digitaux et qui vont aujourd'hui sur Insta regarder les photos qu'on publie. Oui, il fallait évidemment faire cette transition parce que comme toute la presse, on est confronté à une baisse des achats presse. Vous avez quand même en moyenne 110 000 exemplaires vendus et puis près de 3 millions de lecteurs chaque mois. Et une très grande majorité d'abonnés, donc notre modèle papier est assez solide. Néanmoins, il faut préparer la suite. Donc on a une très très forte croissance sur notre site internet. Les audiences
ont bondi de 80% par rapport à l'année dernière. Incroyable. On a vraiment entamé une premiumisation des contenus pour renforcer la cohérence entre ce qui est produit sur les magazines et ce qui est produit sur le site. Et puis effectivement, on a accéléré sur le social, sur la vidéo, qui est aujourd'hui un vecteur de découverte très bien. très important. Plus de 4 millions de vidéonautes uniques chaque mois. 45 millions de vidéos vues au premier semestre 2023. Avec là aussi une équipe qui retourne sur le terrain, qui va faire des reportages, qui accompagne aussi dans certains cas la sortie du magazine, puisque nos grands reporters nous fournissent des images en vidéo. On met sur nos réseaux et sur le site. Et puis Géo et alors après c'est un peu décorrélé du journal, mais Géo est décliné en 2 chaînes télévision. Vous pouvez retrouver sur vos box et qui ont repris la marque, le label de Géo. On a des documentaires qui sont en fait en association avec Arte. Vous auriez pu avoir des pages télé avec des documentaires. Dans les recommandations culturelles qu'on met en fin de journal, on fait le tour des documentaires qui sont coproduits avec Arte. Donc on annonce le programme. Et une dernière chose, on a vu que récemment Gala du groupe Prisma a été vendu et cédé. Est-ce que le titre Géo est en danger puisque c'est une pépite du journal? Est-ce que vous avez cette peur ou pas? Pas du tout. Non, ça veut dire que Géo, quoi qu'il arrive, restera dans le groupe Prisma. Géo est un pilier du groupe Prisma. C'est le premier titre autour duquel Prisma Media s'est développé. On est très solidement implanté. Et puis s'il y a une nouvelle version, ça veut dire que il y a de la confiance en l'avenir. On a vraiment été accompagné par la direction dans cette volonté-là de le transformer et d'assurer son avenir. Est-ce que vous suscitez des vocations, demande un auditeur, comme Canal avec les nouveaux explorateurs? Oui. Tellement. Si vous saviez le nombre de gens qui nous contactent. On a d'ailleurs travaillé à mettre en avant sur le site des métiers de l'environnement pour accompagner les jeunes dans leur orientation en recherche de sens et d'un rôle positif. Géo, nouvelle formule en kiosque le 29 novembre. Merci à vous, merci d'avoir été avec nous, Myrtille de la Marche. Merci à vous. On l'attend avec impatience. Et nous, dans un instant, on se retrouve pour les débats.